Bonjour et bienvenue sur Israël Décryptage, qui est le podcast pour comprendre Israël. Mon nom est Nissim Slama et je suis guide et conférencier en Israël. Non, avant de commencer, plusieurs petites choses. Le dernier podcast que j'ai fait, c'était sur ce qui s'est passé en Syrie. C'était il y a quelques mois déjà. Et entre-temps, j'ai pas pu faire de podcast, tout simplement parce que j'étais à l'armée. J'étais appelé à l'armée pour plusieurs mois de combat à Gaza. Puis j'étais rappelé au début de cette guerre avec l'Iran, de cet affrontement avec l'Iran. En fait, cet épisode sur l'Iran, j'aurais dû le faire la semaine dernière. Et en fait, pour la seconde saison du podcast, je voulais faire d'autres épisodes sur d'autres sujets. Mais l'actualité m'a rattrapé. Donc on va faire un épisode rapide sur l'Iran. Enfin, rapide. C'est assez profond ce podcast, donc ça sera pas trop rapide. Mais on va faire maintenant sur l'Iran pour comprendre un peu ce qui se passe en Iran. Et ensuite, on va reprendre sur d'autres sujets. Non, la seconde saison, je voulais la faire beaucoup plus sérieusement que la première saison. La première saison, j'ai pris mon téléphone, je m'enregistrais, j'ai envoyé ça. Pour la seconde saison, je voulais faire ça bien comme il faut, me filmer, éditer comme il faut, etc. Et au bout du compte, ça va pas se faire pour cet épisode. Là, on venait juste après l'attaque américaine et la réponse iranienne sur les bases américaines. Il me semble que la date, on est le 22 ou le 23 juin. Je reviens d'armée, donc les dates, elles sont pas top. On est le 23 juin, il est 21h57 en Israël, donc 10h du soir. Et donc vraiment, je veux le faire le plus rapidement possible parce que, au bout du compte, moi j'ai toujours appris que mieux vaut bien que parfait, parce que le parfait, ça prend trop de temps. Donc voilà, donc on va faire cet épisode sur Israël et sur l'Iran et comprendre un peu quels sont les enjeux les aboutissants de ce qui se passe entre Israël et l'Iran maintenant, d'où ça vient, et comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc en gros, de quoi on va parler? Donc d'abord, je vais parler des origines du conflit et la volonté du régime iranien de la destruction d'Israël, d'où elle vient, et pourquoi en fait on se bat, pourquoi Israël doit se battre et pourquoi Israël a attaqué l'Iran dès le départ. Ensuite, on va parler du plan, c'était quoi le plan iranien contre Israël. Je vais expliquer pourquoi Israël, au bout du compte, a-t-elle attaqué jeudi dernier. Donc, oui, c'était une petite semaine. Et on va parler, non, plus qu'une petite semaine, 2 semaines, il y a 2 semaines, jeudi, donc il y a 2 semaines, le 13. On va parler des objectifs d'Israël. Qu'est-ce qu'Israël a cherché à réussir dans ses attaques? Quels sont les challenges de l'attaque d'Israël? Pourquoi c'était tellement difficile cette histoire et comment on a réussi? On va parler de comment ça s'est passé vraiment, donc on va parler de l'attaque initiale, puis depuis, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe pour l'avenir. Donc, c'est parti pour cet épisode du podcast Israël Décryptage sur Israël et l'Iran. En passant, avant de commencer, une autre petite chose. Comme je dis, j'ai pas vraiment de plan, hein, donc je parle comme ça. Et évidemment, abonnez-vous à ce podcast, envoyez-le à vos amis. Pour l'instant, c'est pas un gros podcast, hein. Il y a quelques centaines de personnes qui ont écouté ce podcast. Je pense que c'est assez bien. Ça pourrait être beaucoup plus et c'est intéressant. Je pense que ça pourrait arriver à d'autres personnes. C'est juste que moi, je suis un peu nul au niveau, on va dire, de faire de la pub. Je suis pas très bon en publicité. Je suis très bon dans ce que je fais, mais je sais pas me vendre. Donc, envoyez-le à tout le monde. Abonnez-vous si vous avez d'autres idées pour m'aider, etc. Parce qu'encore une fois, je suis pas un pro, moi, de l'édition, etc. Donc, n'hésitez pas à donner vos conseils ou vos aides ou ce genre de choses. Ok. Donc on va commencer vraiment maintenant avec cette histoire entre Israël et l'Iran. D'abord, c'est important de comprendre pourquoi l'Iran veut détruire Israël. Pourquoi en fait Israël a attaqué. Israël a attaqué tout simplement pour empêcher l'Iran de détruire Israël. Alors ça semble un peu ridicule, pourquoi l'Iran voudrait détruire Israël? On est 2 pays qui sont assez loin, 2 anciennes civilisations. Il n'y a aucune raison pour laquelle l'Iran voudrait détruire Israël. C'est un peu incompréhensible, surtout parce qu'on arrive de France et qu'on se dit... c'est un peu bizarre pourquoi un pays voudrait détruire un autre pays. Et c'est pour ça que souvent on dit oui, en fait c'est Israël qui attaque parce qu'Israël c'est des belligérants. Non, Israël n'attaque pas de manière gratuite. Vraiment, il y a une volonté iranienne, du régime iranien, pas de l'Iran, pas des Iraniens eux-mêmes, mais du régime iranien des ayatollahs, des mollahs, de détruire Israël. Pourquoi? D'abord, il faut comprendre, le régime iranien est un régime islamique chiite. L'islam se divise entre les 2 grandes branches de l'islam sont la sunna, les sunnites, et le chiisme, le chiisme. Et chi, en arabe, ça veut dire en fait un parti politique, si vous voulez, c'est une partie, c'est des gens qui ont un camp politique.
C'est le camp politique qui soutenait Ali, le petit-fils de Mohammed, et son fils Hussein ibn Ali, et qui s'est fait tuer, Hussein s'est fait tuer dans une bataille très connue, la bataille de Karbala. La bataille de Karbala est à l'origine vraiment du chiisme, c'est le mythe fondateur du chiisme, et les chiites, en fait, ils revivent cette bataille. Ils la vivent tous les jours, la bataille de Karbala. Et Hussein, qui est censé être le vrai calife, d'après les chiites, puisqu'en fait c'est le fils de Ali, et c'est qui a reçu l'investiture, Ali qui a reçu l'investiture pour les chiites de Mohammed pour le remplacer, pour être le nouveau calife. Mais il n'est pas le calife. Le calife, c'est un calife Umayyad, c'est déjà la deuxième génération des califes qui ne sont plus les premiers califes. Les quatre premiers califes après Mohammed, c'était les Rashidoun. Et il y a un endroit en Irak qui s'appelle Koufa qui l'invite et qui lui dit viens nous gouverner, viens être le calife sur nous. Et donc, il prend tous ses affaires, sa famille, et les femmes, les enfants, les dromadaires, enfin, imagine toute la caravane, et ils partent sur le chemin de Koufa. Et là, sur le chemin, ils sont pris en embuscade, ils sont attaqués, et on leur fait un siège, la caravane est assiégée, ils n'ont pas accès à de l'eau, ils ont vraiment du mal, et c'est toute une histoire comme ça, ils arrivent, et au bout du compte, ils sont tous tués, et Hussein se fait tuer. Donc ça, c'est vraiment l'origine du chiisme, c'est la bataille de Karbala, que les chiites, qui est une défaite, et que les chiites vraiment la revivent tout le temps. Le chiisme, en fait, c'est un revécu de cette bataille de Karbala. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste en islam, et je fais vraiment des très gros traits, mais c'est un peu pour comprendre vraiment le régime iranien. Mais non. Pendant des années, en Iran, les chiites comprenaient Karbala, en fait, Hussein part se fait tuer sur le chemin, en sachant qu'il va se faire tuer, puisque c'est Hussein et qui sait ce qui va se passer. Et il le fait la tête haute, tout simplement, parce qu'il prend sur lui, en fait, il prend sur lui le fait de se faire tuer pour Dieu. C'est un peu une manière, on peut comparer un peu ça à Jésus sur la croix, qui reçoit les péchés du monde, qui, pour le monde entier, se fait tuer, etc., etc. Et donc, le chiisme, pendant des siècles et des siècles, était une religion on va dire calme, qui n'était pas une religion de révolution, au bout du compte, ils attendent le Messie, le Mahdi, le 12e imam pour le chiisme iranien, mais en attendant, ils sont persécutés par les sunnites, par les autres, discriminés, persécutés à cause de leur foi, mais en fait, ils subissent. L'idée, c'est de subir en attendant que le Messie va arriver, le Mahdi va arriver, et en attendant, je subis parce que c'est mon travail dans le monde, c'est de subir. En passant, ça ressemble vraiment à une idéologie d'une certaine partie du monde ultra-orthodoxe sur lequel j'ai fait déjà un autre épisode. Avant la révolution islamique, donc on parle des années 50, 60, 70, il y a un changement d'interprétation de la bataille de Karbala. Donc si on revit la bataille de Karbala, si jusqu'à maintenant on la revivait en disant j'accepte le fait de me faire tuer, j'accepte le fait de me faire discriminer parce qu'au bout du compte j'attends la délivrance, et il n'y a que Dieu qui pourra me sauver, Ali Shariati, qui est un des grands penseurs de la révolution islamique, qui en passant meurt avant, et Khomeini, donc l'ayatollah Khomeini, change d'interprétation de Karbala. Maintenant Karbala, c'est en fait Hussein va devant la mort comme acte de résistance face à la tyrannie, face à l'oppression des sunnites, face à la tyrannie des Omeyyades. C'est vraiment quelque chose de très important de montrer que même si j'ai aucune chance, même si je sais que je vais me faire tuer, même si je sais que je vais perdre, je m'attaque à la tyrannie. Je vais à l'encontre de la tyrannie. Ça devient un axe de résistance. Et c'est le nom que donne l'Iran à tous ses proxys et au camp qu'elle soutient, l'axe de résistance. C'est un acte de résistance, si vous voulez. Hussein devient au lieu d'être un Jésus, il devient un Che Guevara. Donc on passe du passif à un actif. On passe d'une religion qui serait passive, de religieux qui seraient passifs, et c'est pour ça aussi qu'ils ont accepté pendant la révolution islamique, parce qu'au bout du compte, ils se mêlaient pas de politique, à quelque chose d'actif, où il faut se battre, il faut aller contre l'oppression. Il faut vraiment se battre, faire cet acte de résistance face à la tyrannie. Et quel est le représentant ultime de la tyrannie? Dans le Moyen-Orient, c'est Israël. Les autres sont des musulmans. Donc c'est vrai qu'ils ont oppressé les chiites pendant des années, mais au bout du compte, c'est aussi des musulmans. Et par contre, Israël, dans le Moyen-Orient, est considéré, même si nous, on ne se considère pas comme ça, mais je parle du narratif.
le narratif dans le Moyen-Orient, le narratif musulman du Moyen-Orient, c'est qu'Israël est quelque chose d'étranger au Moyen-Orient, une entreprise impérialiste, que en fait les Britanniques qui sont venus, les Américains sont venus, ils ont appris les Juifs d'Europe et ils ont posé ici et on est des colonies, etc., etc., etc. C'est totalement faux quand on réfléchit à Israël. Israël ne se voit pas du tout de cette manière, mais c'est de cette manière que on va voir Israël. Et donc Israël c'est le représentant ultime de la tyrannie. Et cet acte de résistance en fait, c'est se battre contre Israël, c'est détruire Israël, c'est vraiment, maintenant on n'attend plus le Messie, on l'amène en détruisant le mal, en détruisant Israël. Donc c'est se battre contre cet impérialisme. À ça se rajoutent plusieurs éléments qui vont se rajouter. D'abord que c'est des Iraniens. Donc les Iraniens ont une histoire impérialiste de mener la région. Et le grand concurrent à mener cette région, c'est Israël. Et donc vraiment, pour mener la région, il faut à tout prix se battre contre Israël parce que c'est le grand ennemi de tout le monde. Et deuxième chose, les chiites se considèrent eux-mêmes comme le nouveau Israël. Je sais que c'est un peu bizarre, et c'est un peu comme style chrétien, mais oui, dans le chiisme, il y a cette idée que eux, ils sont le vrai Israël, le nouveau Israël. Israël a perdu la confiance de Dieu, on a été jeté aux quatre vents de la planète, et au bout du compte, c'est les musulmans, et donc les chiites, qui remplacent Israël. Autre chose, c'est que dès le départ, les chiites, il y avait un élément très fort d'antisémitisme où on voit le juif comme impur. C'est-à-dire que si par exemple un juif touche quelque chose, eh ben le chiite qui est religieux ne touchera pas à cette chose après parce qu'elle devient impure. Donc il y a quelque chose de vraiment une volonté de destruction d'Israël. Donc on pourrait dire ok, mais même s'ils ont même s'ils ont la bombe atomique, c'est pas grave, parce qu'au bout du compte, quand on a la bombe atomique, de manière générale, il y a des théories qui disent que la bombe atomique stabilise la politique internationale. Comment ça? Si moi j'ai la bombe atomique, toi t'as la bombe atomique, tu m'attaques même de manière conventionnelle, je t'envoie la bombe atomique, tu m'envoies la bombe atomique, et on meurt tous les deux. Au bout du compte, c'est ce qu'on appelle Mutual Assured Destruction, une destruction mutuelle assurée. Donc c'est comme ça que par exemple, il n'y a pas eu de guerre entre les États-Unis et l'URSS pendant toute la guerre froide. Ce qui se passe au bout du compte, il faut se rappeler de Karbala. L'idée de Karbala, c'est que au bout du compte, il va se battre en sachant qu'il va perdre. C'est-à-dire que le régime chiite va dire je vais détruire Israël même au prix de la destruction de l'Iran. Même si au bout du compte, je sais que le fait de détruire Israël, ça va aussi détruire l'Iran, c'est pas grave parce que toute l'idée est de partir et d'être un martyr. Être un martyr pour la cause. On rappelle ce qui s'est passé dans la guerre Iran-Irak où les petits-enfants recevaient des clés en plastique, les petits-enfants iraniens, une clé en plastique qui était la clé du paradis pour aller découvrir les champs de mines. On les faisait courir dans les champs de mines pour savoir où étaient ces mines-là. Donc il faut comprendre qu'il y a cette idée de martyr qui existe, cette idée de shahid, de témoin, et qui existe. Donc on peut pas compter sur eux, sur cette idée comme quoi ils vont être détruits s'ils envoient sur nous la bombe atomique, parce que ça les dérange. C'est pas que ça les dérange pas, mais ça fait partie de la religion, ça fait partie de ce qu'ils croient. Donc ça c'est vraiment important de comprendre. Donc il y a l'arrivée du Messie en fait, encore une fois, c'est le fait que quand je fais avancer les choses, j'attends plus le Messie de manière passive, en faisant changer les choses, en faisant ce que Dieu me demande, c'est-à-dire de me battre contre cette tyrannie, je ramène le Messie. Il y a d'autres raisons. Et d'autres raisons encore, c'est qu'au bout du compte, on parle d'une révolution islamique, une révolution, au bout d'un moment, s'il n'y a pas d'ennemis, la révolution s'arrête. Une révolution, elle a besoin toujours d'avoir d'ennemis pour continuer. Il y a toujours les gardiens de la révolution est toujours en cours. La révolution contre quoi? Ils ont gagné en Iran, ils ont le pouvoir en Iran. C'est la révolution contre la tyrannie, donc contre le grand Satan et le petit Satan, contre l'Amérique et contre Israël. Une autre idée, c'est la solidarité musulmane. Au bout du compte, il y a une solidarité avec les autres musulmans, même non chiites, même les musulmans sunnites. Et le régime se voit comme leader non seulement du monde chiite, mais de tout le monde musulman en entier. Et donc il y a une solidarité musulmane contre les juifs qui viennent et qui ont pris une partie de la terre musulmane, de la Palestine. Dans l'islam, il y a un refus d'accepter le fait que les juifs ne soient pas admis, admis c'est-à-dire un citoyen de seconde zone, un sujet de seconde zone, c'est ce que l'islam programme pour les juifs. Les juifs ne peuvent pas être, les juifs ou les chrétiens en passant, ne peuvent pas être égaux aux musulmans, donc dans tout état musulman, dans tout endroit musulman, le juif a des discriminations qui sont officielles,
où d'un côté le musulman doit le protéger, a l'obligation de le protéger, de l'autre côté, il doit payer par exemple la jizya, qui est l'impôt, et l'impôt qui est que pour les juifs, que pour les chrétiens, et il y a plein de choses qu'il n'a pas le droit, il n'a pas le droit d'avoir évidemment qu'il n'a pas le droit d'avoir d'État à lui, et de pays à lui, il n'a pas le droit d'avoir de souveraineté à lui, il n'a pas le droit de porter des armes, il y a plein de choses, et l'existence d'Israël va à l'encontre de toute l'idée de Hadimi, du fait que quel est le statut des juifs dans l'islam. Donc c'est pour ça en passant qu'il y a des juifs qui habitent en Iran. Il y a une communauté juive en Iran de quelques 8000 ou 9000 personnes, mais qui sont démis de manière officielle et donc qui ont un statut où d'un côté le régime les protège et leur permet de faire le culte juif, mais encore une fois c'est qu'en tant que religion, et ils n'ont absolument pas tous les droits d'un citoyen, etc., etc. Donc vraiment il y a cette idée que les juifs ne peuvent pas être au-delà de leur statut d'imam. En passant, c'est pas seulement pour les chiites iraniens, c'est pour tout le monde musulman. Une des raisons pour lesquelles le monde musulman n'accepte pas Israël, c'est parce que en faisant Israël, les juifs sortent de leur statut de seconde zone. Donc, voilà. Donc en fait, c'est tous les différentes raisons pour lesquelles le régime iranien veut la destruction d'Israël et c'est quelque chose auquel on peut y croire. C'est pas seulement une menace en l'air où ils parlent pour parler. On comprend que c'est quelque chose de vraiment sérieux, que s'ils ont la possibilité de détruire Israël, par exemple une bombe atomique, eh ben ils le feront. Alors peut-être pas qu'ils le feront en 2 minutes, mais ils le feront sur le long terme. Et c'est pas la seule manière de détruire Israël. Et il y a d'autres manières en fait d'utiliser la bombe atomique, même si on l'utilise pas. C'est-à-dire le fait que j'ai une bombe atomique, ça me permet de faire d'autres choses et qui empêchent, par exemple de faire des attaques terroristes. Le fait que j'ai la bombe atomique, personne ne peut ne faire de retaliation, personne ne peut me répondre, personne ne peut me punir de ce que je fais. Donc c'était quoi le plan iranien? On passe à la deuxième partie, le plan iranien. Donc d'abord, il faut comprendre, dans le plan iranien, il y a différents axes qui sont totalement connectés, qui se soutiennent les uns les autres. Ils marchent ensemble, ils fonctionnent ensemble. Chaque élément soutient les autres éléments. Chaque élément s'active par rapport aux autres éléments. Donc l'attaque de l'un provoque la réaction des autres. Donc le premier élément qu'on a, c'est les proxies. Les proxies, c'est des groupes armés qui vont être plus ou moins proches d'Israël et qui vont faire en fait la volonté des Iraniens et qui vont agir à la place des Iraniens. Et on parle du Hamas, même qui est sunnite, qui fait partie des frères musulmans, mais qui est armé par l'Iran. Dans la bande de Gaza, à part le Hamas, on a le djihad islamique qui est encore plus proche de l'Iran que le Hamas. Au Liban, au sud du Liban, on a le Hezbollah, le parti de Dieu, donc qui est chiite lui-même. Les Houthis au Yémen, qui attaque Israël aujourd'hui. Avant ça, on avait aussi le régime de Assad en Syrie, avant qu'il tombe, et toutes les milices du Hezbollah et toutes les autres milices qui étaient avec le régime de Assad, et donc il y a un autre endroit. Et en Irak, on a les milices chiites d'Irak, soutenues par l'Iran. Et tout ça va s'appeler l'axe de résistance, en fait. L'axe de résistance, c'est le nom qui va être donné à tout ce programme, tous ces gens-là, tous ces groupes ensemble avec l'Iran qui est à la tête de cet axe de résistance. Pourquoi les proxys sont utiles? Ils sont utiles parce que ça permet une profondeur stratégique à l'Iran. Donc ils sont loin de l'Iran, certains sont beaucoup plus proches d'Israël, et donc on ne se bat pas en Iran, mais on se bat proche d'Israël. Alors ça permet la dissuasion. Si on attaque l'Iran, le Hezbollah va attaquer Israël, le Hamas va attaquer Israël, le régime de Assad va attaquer Israël. Donc ça permet une plus grande dissuasion. Ça coûte pas beaucoup d'argent, ça coûte beaucoup moins cher qu'une vraie armée avec des tanks et des missiles et des batteries antiaériennes et des jets de combat. Ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher. Il y a une possibilité de déni. Si le Hezbollah attaque, je peux dire c'est pas moi. En passant par exemple, avant même l'attaque américaine, des bases américaines tous les jours en Irak, ont reçu de temps en temps des petites attaques, des drones qui volaient au-dessus et qui les attaquaient, qui attaquaient les bases américaines. L'Iran dit, c'est pas nous, c'est des milices irakiennes, des milices chiites irakiennes, qui disent pas c'est qui, et voilà, on se fait attaquer, et il y a une possibilité de dire c'est pas moi. Et ça permet aussi une influence régionale, parce qu'au bout du compte, ça veut dire qu'il y a une influence iranienne, par exemple, au Sud-Liban, par exemple dans la bande de Gaza, par exemple en Irak, par exemple en Syrie, en fait, c'est recréer cet empire.
Ça, c'est le premier axe, si vous voulez, le, le premier élément de l'axe de résistance. Le deuxième élément de l'Iran, ça va être le programme de missiles balistiques. Donc on parle à la veille de la guerre, c'est-à-dire il y a 2 semaines, on parle de 2000 à 3000 missiles et à peu près 350-400 lanceurs de missiles. Un missile sans son lanceur, ça aide pas grand-chose. Donc on parle de 350 à 400 missiles, et il y avait un programme qui venait d'être décidé de construire 10 000 missiles dans les années qui viennent. Non, c'est énorme, c'est une quantité gigantesque. On parle de missiles, c'est pas les petits missiles qui sortent du Hamas et qui tombent sur la petite ville de Sderot ou même qui vont tomber sur Jérusalem ou Tel Aviv. On parle de missiles qui sont tirés entre 1500 2000 2500 km d'Israël, qui sont assez précis, donc ils vont viser un quartier d'habitation israélien par exemple. Et on parle de missiles qui font dans les 20-30 tonnes, c'est de ça qu'on parle, qui volent à Mach 5, Mach 6, qui tombent à Mach 7, un missile par exemple qui est tombé sur Batiam il y a une semaine et demie à peu près, a détruit un quartier entier en Israël. Donc pour l'instant on a déjà 25 morts civils, que des civils ont été tués en Israël, par ces missiles, en sachant que la plupart d'entre eux ont été interceptés en l'air. On parle de missiles balistiques qui montent très haut, qui dépassent souvent l'atmosphère, et qui qui tombent très 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 vite. C'est pas des choses rigolotes du tout. Donc quand tu as un programme de 2000-3000 missiles, et que tu peux en tirer 100, 200, 300, 500 en même temps, l'idée c'est de saturer les défenses israéliennes. Et je rappelle qu'il y avait des proxys aussi, par exemple comme le Hezbollah, les Houthis, Assad, etc., qui vont tirer en même temps. Donc l'idée c'est de saturer totalement la défense israélienne. Et le troisième élément, c'est le programme nucléaire. Donc, le programme nucléaire, encore une fois, si j'ai la bombe, j'ai les proxys, j'ai les missiles, je fais ce que je veux, parce que je peux dire aux proxys d'attaquer, et la guerre, ça sera entre le Hezbollah et Israël, et moi, je suis de côté, je me mêle pas, et si Israël veut m'attaquer, parce qu'au bout du compte, c'est moi qui ai donné les ordres au Hezbollah, j'ai la bombe nucléaire, et donc je peux dire, écoute, voilà, j'ai une bombe nucléaire. Et si on m'attaque en même temps, j'ai le programme de missiles balistiques, tout est connecté. Tout est connecté totalement. Non, la troisième chose, donc on a dit, c'est le programme nucléaire, l'idée de faire une bombe. Mais même avant la bombe, il faut comprendre c'est quoi ce programme nucléaire. Donc, les composants de l'arme nucléaire, c'est le missile balistique dont je viens parler. À part ça, il y a la charge du missile. Donc, c'est-à-dire, en fait, la tête qui va exploser, le bout du missile qui va exploser, l'ogive. Et on a la matière fissile, oui c'est comme ça qu'on dit en français, et qu'on a besoin, c'est la matière d'uranium qui va exploser en fait. Cette matière est produite par ce qu'on appelle le processus d'enrichissement nucléaire. Donc on a les 3 éléments, maintenant je vais m'attarder sur l'élément du nucléaire, puisque c'est de ça qu'on parle. Qu'est-ce que c'est cette idée d'enrichissement ? Au bout du compte, le missile balistique, ils ont, et l'élément le plus compliqué à avoir après le missile balistique, c'est d'avoir les matières pour exploser, l'uranium pour exploser. L'uranium arrive dans la nature. Il arrive avec 2 sortes d'isotopes. Donc en chimie, les isotopes, c'est tout simplement que c'est le même atome, mais là, il y a plus de neutrons ou d'électrons. Ne me posez pas la question, c'est pas mon truc la chimie. Mais au bout du compte, on a besoin d'uranium qui s'appelle l'uranium 235. Dans tout l'uranium, il n'y a que 0,7% de l'uranium qui va être fissile, qu'on a besoin, qui va exploser, qui va pouvoir faire une réaction en chaîne en fait. Vous savez, c'est quoi la réaction en chaîne ? Un atome qui va sur un autre atome, qui le divise en 2, ça fait un gros boom, que les 2 atomes vont sur 4 atomes, etc., etc., etc. On a pris ça, moi je me rappelle, j'avais pris ça en 6e ou en 5e à l'école. Il n'y a que 0,7% de tous les atomes d'uranium qui sont comme ça, qui sont des uranium 235. Ce que je veux, c'est en avoir beaucoup plus. Combien beaucoup plus ? Si je veux faire de l'énergie civile, c'est-à-dire je veux avoir une centrale nucléaire pour faire de l'électricité, j'ai besoin de entre 2 et 5%. C'est-à-dire que sur 100 kg d'uranium, au lieu d'avoir 0,7% qui va être, et ça fait 700 grammes, qui va être de l'uranium 235, j'ai besoin de entre 2 et 5 kg sur 100 kg, ça fait entre 2 et 5%. Si j'ai besoin pour la recherche, pour les recherches scientifiques, pour le médical, etc., on va besoin de 20%. Par contre, si j'ai besoin pour une arme nucléaire qui va exploser,
j'ai besoin d'un enregistrement à 90%. C'est-à-dire que 90% de la matière que j'ai, de l'uranium que j'ai, est de cet isotope particulier. Au lieu d'être 0,7%, ce sera 90%. Alors comment on fait? Ce qu'il faut en fait, c'est séparer les deux pour avoir une matière qui est beaucoup plus riche en uranium 235. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait fonctionner des centrifugeuses. Tout le monde connaît comment ça marche la centrifugeuse. Ça tourne, c'est comme dans un manège, ça tourne, et les éléments les plus lourds vont sur le côté. Ça divise entre les éléments plus légers et les éléments les plus lourds. Ou c'est le contraire, c'est pas important. Donc on va prendre l'uranium, on va le transformer en gaz, on va prendre ce gaz-là, on va le rentrer dans une centrifugeuse, qui est une sorte de gros tube qui tourne très très rapidement, et à la vitesse du son pratiquement, et les éléments vont se séparer. Ok ? C'est comme ça qu'on va faire, on va enrichir l'uranium. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que de passer de 0,7% à 2%, de passer de 2% à 5%, c'est beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de temps que de passer de 5 à 20%. De passer de 20% à 50%, c'est moins de temps que de 5. Tant que j'enrichis, et tant que pour enrichir plus, c'est moins de temps, c'est plus rapide. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si j'ai de l'uranium comme ce qu'avait l'Iran jusqu'à il y a une semaine et demie, de l'uranium à 60%, pour l'enrichir à 90%, ce qu'on a besoin en fait pour une bombe atomique, ça prend quelques jours. Par contre, pour y arriver de 0,7 à 60%, ça prend beaucoup plus de temps. Tant qu'on enrichisse plus et tant que ça va plus rapidement. Donc, l'idée, c'est comme ça. Donc, on a vraiment cet enrichissement. Et ce qu'on sait, c'est que la veille de l'attaque, les Iraniens sont arrivés, ils ont à peu près 400 kg, 408 kg d'après les rapports, d'uranium enrichi à 60%. C'est-à-dire qu'au bout du compte, en une semaine et demie, ils ont assez d'uranium enrichi à 90% pour faire plusieurs bombes. Okay, plusieurs bombes atomiques, 3, 4, 5, 6 bombes atomiques, très rapidement. Et la première, c'est très rapide, en même pas quelques jours, ils peuvent avoir déjà une bombe atomique. Donc, c'était ça, on est vraiment la veille de ce qui va se passer. Donc, pourquoi Israël est-elle attaquée jeudi le 13? Donc d'abord, on est arrivé à un enrichissement à 60% d'à peu près entre 400 et 450 kg. Et j'ai entendu dire 408 kg. Et c'était d'après le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique. À côté de ça, on a un programme de missiles balistiques qui se fait. Ils ont déjà des milliers de missiles balistiques et un programme qui est décidé de faire de nouveaux missiles balistiques. Les scientifiques en charge de connecter l'ogive entre le missile balistique et la charge d'uranium se réunissent et décident de commencer vraiment le travail et de le finir très rapidement, de connecter tous les éléments très rapidement. Donc on est vraiment au bout du compte. En même temps, la veille, il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui dénonce les Iraniens en disant voilà, ils ont enrichi de l'uranium à temps et temps, et c'est un problème, des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc ce qui va permettre en fait de donner une légitimité à Israël. Plus, on a sur le long terme une administration américaine favorable à Israël, beaucoup plus que l'ancienne, et qui va accepte le fait qu'Israël va attaquer. Et on a un ultimatum de Trump qui est dans des négociations avec l'Iran et qui leur a dit voilà, j'ai 60 jours, et là, on arrive au 61e jour. Et aussi très très important, tous les proxys dont on a parlé avant, ils ne seront plus là. Le Hamas et le djihad islamique, depuis le 7 octobre, se sont fait éclater à Gaza. J'étais moi-même à Gaza, donc j'ai combattu là-bas. Ils n'ont aucun moyen vraiment de faire quoi que ce soit. Le Hezbollah aussi s'est fait, après l'attaque des beepers, l'attaque des walkie-talkies, là-bas il y a un cessez-le-feu qui est vraiment... Et chaque fois que le Hezbollah ne respecte pas le cessez-le-feu, l'armée israélienne, tout simplement, l'aviation israélienne, leur tire dessus et les font exploser. Et donc on a vraiment un vrai cessez-le-feu dans le nord et le Hezbollah ne bouge pas. L'armée libanaise est vraiment sur sa nuque et le Hezbollah ne bouge pas. Le régime d'Assad est tombé. Donc au bout du compte, on n'a que l'Irak et les Houthis, c'est les deux, et ils sont assez loin. Donc vraiment, Israël n'a plus la peur que les proxys vont se mêler si on attaque l'Iran. Donc c'est quelque chose de très très important.
En plus, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 13 avril 2024, donc ça veut dire il y a un an, on a eu ce qu'on appelait la nuit des missiles en Israël. Ou pour regarder sur internet, nuit des missiles, c'est pas très important, mais au bout du compte, il y avait une nuit où les Iraniens ont tiré à peu près 300 missiles et autres bombes sur Israël, drones, missiles, etc. Et ils ont tiré 300. Tous les pays nous ont aidés à tout intercepter, mais au bout du compte, ça a permis à Israël de comprendre vraiment la menace. Et à part ça, comme conséquence de cette nuit des missiles, comme punition, Israël a attaqué aussi l'Iran. C'est chacun un coup pour coup, comme qui dirait. Et qu'est-ce qu'a fait Israël? C'est qu'elle a éliminé les batteries S-300, les batteries antiaériennes et modernes russes que l'Iran avait achetées à la Russie, et ce qui va permettre au bout du compte, le 13 juin, à rentrer plus facilement et attaquer les autres batteries antiaériennes beaucoup plus rapidement. Et je reviens à cette histoire de mentalité en Israël qui va changer. Israël comprend que les menaces ne sont pas vaines. Que quand l'ennemi dit « je vais te tuer », il a l'intention de te tuer, il va faire vraiment. On l'a su ça après le 7 octobre, où pendant des années, le Hamas dit on va vous attaquer, on va vous tuer, on va faire ça à vos femmes, on va faire ça à vos enfants, etc. Et les Israéliens disent non, c'est des menaces en l'air. Et au bout du compte, le 7 octobre, ce qui s'est passé. La même chose pour l'Iran, on va vous attaquer, on va faire ça, 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 ça. Et la nuit des missiles va faire comprendre que l'Iran est sérieuse, vraiment, et que vraiment ils veulent nous tuer. Donc que les intentions dites, ils disent la vérité. Les mecs, ils veulent vraiment, vraiment, vraiment nous tuer. Et c'est un changement de mentalité en Israël, où on n'attend plus de se faire attaquer, où on n'attend plus que les menaces se fassent, mais dès qu'il y a une menace, on l'élimine à l'avance. Et c'est très important. À titre personnel, je pense que c'est très bien comme ça. Je pourrais comprendre qu'un Français dise non, etc. Mais au bout du compte, on a compris ici qu'on vit dans une région qui c'est le Moyen-Orient, c'est pas l'Europe ici. Quels étaient les objectifs d'Israël? Quels sont les objectifs d'Israël? Je parle au passé, au présent. Quels sont les objectifs d'Israël dans ces 2 semaines? D'abord, on a l'histoire du programme nucléaire. Donc on veut éliminer le programme nucléaire, ou au moins le ramener plusieurs années en arrière. Au bout du compte, éliminer totalement, on peut pas, parce que même si on élimine totalement, s'ils veulent vraiment les Iraniens, ils referont tout. Mais au moins revenir vraiment, vraiment en arrière, donc faire bouger ce programme nucléaire et le ramener en arrière au maximum. On a un problème avec ça, c'est le problème du site de Fordo. Le site de Fordo, qui est un des sites d'enrichissement. Donc c'est le deuxième site d'enrichissement pour comprendre. Il y a plusieurs sites nucléaires en Iran. Les sites importants, les 3 sites importants, il y en a plus, mais les 3 sites les plus importants, c'est Ispahan, où on prend l'uranium, on le transforme en gaz. Ensuite, il est amené à Natanz, qui est un site d'enrichissement très très important, dans lequel l'uranium est enrichi de 0,7 jusqu'à 5-6%. Et ensuite, on l'amène à Fordo, qui est un site enterré sous 90 mètres vraiment sous une montagne, 90 mètres de rochers. Et là-bas, il va être enrichi jusqu'à 60%, puis 90%. C'est ça l'idée. Maintenant, on a un problème avec le site de Fordo, c'est que le site de Fordo est sous une montagne, enterré sous terre, et que les Israéliens n'ont pas les moyens d'attaquer le site de Fordo. Donc ça, c'était un problème qu'on savait dès le départ, et qu'on n'a pas de moyens. Les Israéliens ne possèdent pas de bombes ni d'aviation stratégique. On n'a pas de B-52, pas de B-1, pas de B-2. Au bout du compte, il n'y a que 3 pays au monde qui ont des bombardiers stratégiques. C'est les États-Unis, la Russie et la Chine. Les États-Unis en ont 3. Le B-52, l'ancien B-52, son premier vol c'était en 1952. Et le B-1, B-2. Et c'est les seuls qui ont les bombes. Les Américains sont les seuls avec les bombes. Une bombe qui s'appelle MOP, M-O-P, qui est capable de rentrer sous terre et de faire exploser un site souterrain à telle profondeur. Israël n'a pas les capacités de le faire, ou du moins, à mon opinion, on a les capacités, mais c'est beaucoup plus compliqué. J'ai écrit plusieurs posts pour expliquer comment on peut le faire. Il y avait énormément d'options pour Israël, mais le plus simple, c'est tout simplement d'avoir un B-2 américain qui vient et qui fait tomber la bombe qui est destinée à ce chose-là, une bombe qui a été faite pour cela. Donc ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, c'est d'éliminer la menace balistique, la menace des missiles, parce que si j'élimine
le programme nucléaire et tous les sites nucléaires, mais au bout du compte, eh ben, j'ai 10 000 missiles qui vont tomber sur ma tête, ou 1000 missiles ou 500 missiles qui tombent sur les civils israéliens, en sachant que chaque missile peut détruire des quartiers entiers. Il faut bien comprendre, hein, encore une fois, à Bat Yam, c'est un missile qui a détruit tout un quartier, c'est 8000 personnes qui se sont retrouvées sans toit, dont leur maison a été détruite. Et on n'a pas énormément de morts parce que la plupart des Israéliens sont dans des abris, mais c'est pas... Avant la guerre, on parlait de centaines et de centaines de morts en Israël. Pour l'instant, on a 25 morts, mais c'est quelque chose, 25. Chaque mort, c'est très important, mais c'est pas de beaucoup. On parlait de centaines de morts, de milliers de morts en Israël. Donc il fallait à tout prix réduire cette menace balistique. Non, pour y arriver, pour faire les deux, il faut évidemment aussi toucher et éliminer la défense aérienne de l'Iran. Donc on a les objectifs, c'est 1, le programme nucléaire, 2, la menace balistique, et la troisième chose qui n'est pas avouée, que Israël, c'est pas un objectif concret d'Israël, c'est pas un objectif sur lequel on dit si on réussit pas, on a perdu la guerre, mais ça serait très sympa de le faire, et on fait tout pour, c'est la chute du régime. Au bout du compte, il faut comprendre que même si Israël comprend que c'est la seule que on peut arrêter le programme ou le retarder longtemps, au bout du compte, la chute du régime, c'est la seule solution sur le long terme. Si on veut, les Iraniens, le régime iranien va toujours vouloir détruire Israël, même si on détruit maintenant, même s'ils n'ont rien dans les mains. Donc tout ça, ils vont le refaire. Les missiles balistiques, ils vont refaire. Le programme nucléaire, ils vont le refaire. Sur le long terme, la seule solution, c'est de changer le régime et d'avoir un régime qui va être pas, et dont l'ADN n'est pas de détruire Israël. Le problème, c'est que la chute du régime, c'est pas Israël qui peut le faire, c'est que le peuple iranien. Au bout du compte, c'est que le peuple iranien qui peut le faire. Israël doit savoir nuire assez pour provoquer et permettre la révolte des Iraniens, mais ne pas le faire de manière à solidariser le peuple iranien avec le régime iranien. C'est-à-dire, au bout du compte, si j'attaque trop les infrastructures civiles, etc., de l'Iran, le peuple iranien va nous considérer aussi comme des ennemis et va se solidariser avec le régime. D'un côté, si je n'attaque pas du tout les infrastructures civiles et de contrôle de l'État, etc., ce qui va, tous les éléments de répression du régime iranien existent toujours et le peuple ne va pas se révolter. Il n'a aucune raison de se révolter. Il a toujours à manger, il a toujours à boire, l'électricité fonctionne, il y a toujours le pétrole, etc. Donc il faut trouver vraiment le juste milieu entre les deux. Il ne faut pas oublier aussi le nom de l'opération. Pour comprendre que c'est un objectif. En hébreu, le nom de l'opération, c'est un peuple comme un lion. Le peuple comme le lion qui se lève. C'est un verset dans la Bible. Au bout du compte, il y a une histoire dans la Bible où il y a un roi qui envoie un faux prophète pour maudire les enfants d'Israël. Et il arrive, au lieu de les maudire, va les bénir. Et une des bénédictions, c'est de dire comme quoi le peuple d'Israël se lève comme un lion et se bat, etc., etc. Donc c'est l'idée qui a été utilisée. Et en plus, c'est en rapport avec ce qu'ils font les Iraniens, qui veulent nous détruire. Au bout du compte, ça se retourne contre eux. Par contre, quand je traduis en anglais, je dis The Lion Rising, le lion qui se soulève, il y a quelque chose de comprendre. Le lion, c'est le symbole du régime iranien avant les ayatollahs. L'ancien drapeau iranien, c'est le lion avec un soleil levant derrière lui. C'est le lion et le soleil. Donc c'est le lion qui se réveille, qui se révolte. Dans le nom en anglais, on ne parle pas seulement d'Israël, on parle des Iraniens eux-mêmes. On parle du lion des Iraniens. Donc les deux peuples sont considérés comme des lions, les deux peuples sont assimilés à des lions. Il y a le lion de Juda, d'un côté, c'est nous, et le lion des Iraniens, le lion d'Osiris. Donc vraiment, il faut bien comprendre que même le nom nous donne une indication que la vraie volonté d'Israël, c'est de détruire le régime de manière à ce qu'il y ait un changement de régime en Iran. C'est très sympa d'avoir ces objectifs, mais il y avait plusieurs challenges pour attaquer l'Iran. D'abord, la distance. Pour arriver jusqu'en Iran, la frontière iranienne se trouve à 1500 km d'Israël. Entre nous et l'Iran, on a 3 pays. On a la Syrie, la Jordanie et l'Arabie Saoudite. Ok ? Donc vraiment, on peut passer par les 3, c'est très très loin. L'Iran elle-même fait à peu près 1000 km de large. Donc c'est-à-dire que l'autre bout de l'Iran, c'est à 2500-2600 km d'Israël. C'est très très loin pour des avions. C'est très très loin pour des avions de combat. Et on a des F-15, des F-16 et des F-35
qui doivent se ravitailler en vol, et on n'a pas beaucoup de ravitailleurs, donc on a eu énormément d'entraînement, les Israéliens ont trouvé énormément de solutions pour ravitailler les oiseaux en direct, et c'est très loin. C'est-à-dire que tu envoies pour une mission, tu es obligé de savoir exactement ce que tu veux faire là-bas. C'est pas comme si tu rates quelque chose, ben c'est pas grave, je reviens. C'est très loin à y aller, et c'est quelque chose de très très compliqué. Donc Israël a dû trouver des solutions, a dû s'entraîner vraiment, il y a énormément d'entraînement de ravitaillement aérien, et au bout du compte aussi on a éliminé la menace syrienne, parce qu'en chemin on avait la défense antiaérienne syrienne, jusqu'à il y a quelques mois. C'est pour ça qu'après la chute du régime d'Assad, ce qu'a fait Israël, c'est qu'elle a détruit entièrement toute l'armée régulière syrienne, tous les armes, les tanks et surtout la défense antiaérienne, et qu'aujourd'hui la Syrie est comme un couloir ouvert devant Israël, donc les Israéliens n'ont plus à se prendre la tête pour passer au-dessus de la Syrie. Donc on a réglé ce problème-là. Donc on n'a plus de Hezbollah, on n'a plus de régime syrien, et on peut voler directement jusqu'à la frontière iranienne. Un autre challenge, c'est la protection civile. On sait que si on attaque l'Iran, on va recevoir des milliers de missiles balistiques sur la tête. Donc c'est pour ça que depuis des années, et ça fait à peu près depuis les années 90 que Israël a construit au fur et à mesure une énorme couverture antimissile multicouche, c'est-à-dire que toutes les hauteurs d'attaque, on a des missiles antimissiles pratiquement pour toutes les distances. C'est une énorme couverture qu'on a sur Israël totale. Et plus on a des avions de combat pour attaquer les drones qui font partie de cette couverture. Donc on a besoin d'avions de combat qui attaquent l'Iran, mais on a aussi besoin d'avions de combat pour défendre le ciel israélien, des drones israéliens. On a des abris. Donc contrairement à la Suisse, c'est pas 100% des Israéliens qui sont dans des abris, mais à peu près 70% des Israéliens qui ont accès à des abris, en sachant que ça change vraiment au niveau des socio-économique, et par exemple les Bédouins dans le sud qui vivent dans des baraques au milieu du désert, bah, ils n'ont pas d'abri, mais d'un côté, quand j'habite à Tel Aviv de manière générale, j'aurai un abri. Dans un immeuble nouveau, on aura toujours un abri dans chaque appartement. À peu près 40% des Israéliens ont un abri dans l'appartement. C'est-à-dire que dans mon appartement, une des pièces est une pièce fortifiée. Et vraiment, ça sauve la vie. On a vu des immeubles entiers qui ont été entièrement détruits. Et la seule pièce qui tient, c'est cette pièce fortifiée à l'intérieur de l'appartement, dans chaque appartement, à peu près 40% d'Israéliens. Et encore 30% d'Israéliens qui ont accès à des abris ou des abris de l'immeuble ou des abris du quartier. Et à peu près 30% d'Israéliens qui n'ont pas accès à des abris et qui sont obligés de trouver des solutions ad hoc. Mais de manière générale, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont rouler un peu, aller chez de la famille, et trouver un abri. Donc vraiment, on a cette histoire d'abri. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire au maximum les lanceurs et les missiles contre cette protection civile. Donc on a une couverture anti-missile multicouche, les avions de chasse qui attaquent les drones, les abris, et il faut détruire le maximum de lanceurs et de missiles dès la première attaque. Donc on a un deuxième challenge à part la distance, c'est tout ce qui concerne se protéger des missiles et balistiques de l'Iran. Un autre challenge, c'est la profondeur des sites. Fordo, j'en ai parlé. Natanz, qui est le premier site d'enrichissement, aussi est profond, 20-30 mètres sous terre. Donc il faut vraiment faire plusieurs attaques. C'est pas une petite bombe, il faut avoir des bombes spéciales qu'on a dû acheter aux Américains, qu'on a pu acheter que parce qu'aujourd'hui on a une administration favorable. Et c'est compliqué à faire, et il faut le faire plusieurs fois. C'est pas quelque chose de facile. En plus, il faut se prendre la tête avec la défense antiaérienne des Iraniens. C'est pas qu'ils nous tirent pas dessus quand les avions ils arrivent. Et même si on détruit tout le programme militaire et le programme balistique, au bout du compte, on a les cerveaux, les données scientifiques qui restent ici. Les scientifiques qui ont fait ces missiles balistiques, qui ont fait ce programme nucléaire, s'ils sont vivants, eh ben, ils peuvent refaire. Et même s'ils sont pas vivants, eh ben, ils ont toutes leurs données scientifiques dans les ordinateurs, dans les archives, qu'il faut les chercher, les détruire. Donc c'est les différents challenges qu'Israël a devant elle pour attaquer l'Iran et pour attaquer le programme nucléaire ou le programme balistique iranien. Comment Israël a fait ça, concrètement? D'abord, on a endormi l'ennemi pour le prendre par surprise. C'était en concert avec les Américains qui disent on va faire des pourparlers. Il y avait des pourparlers entre les Américains, des discussions entre les Américains et les Iraniens qui étaient prévues pour le dimanche. Donc l'attaque s'est faite entre jeudi et vendredi. Le dimanche, ils devaient se voir. Et c'est à tel point que les Iraniens
et tous les ennemis d'Israël aiment beaucoup écouter la télé israélienne. Et que dans toute la presse israélienne, ce qu'on disait, c'est qu'il n'y aura pas d'attaque. Non, aucun rapport, il n'y a pas d'attaque. C'est sûr et certain qu'il n'y a pas d'attaque. C'était clair, hein, il y a tous les grands journalistes qui disaient non, il n'y aura pas d'attaque, il n'y a aucune chance qu'il y ait une attaque. Le fils de Benjamin Netanyahu, le fils du premier israélien, devait se marier lundi. Lundi ou mardi, il devait se marier. Donc, quelques jours après le début de l'attaque, le mariage a été annulé. En passant, c'est pour la deuxième fois qu'il a été annulé, ce mariage-là, parce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose. Mais au bout du compte, les gens ils disaient, c'est pas le gars, il va marier son fils dans 3 jours, il va pas attaquer l'Iran maintenant. C'est vraiment, on a endormi l'ennemi, et donc les Iraniens ne s'attendaient pas du tout, et ils n'étaient pas dans les bunkers, les responsables iraniens, les officiers iraniens n'étaient pas dans les bunkers, n'étaient pas prévus. Et Israël a provoqué une réunion d'état-major en faisant en fait une petite fuite qu'on va faire quelque chose. Bah, l'état-major israélien, l'état-major iranien de l'armée de l'air, des gardiens de la révolution s'est réuni et donc ils ont reçu un missile et on a pu tuer énormément de hauts officiers en même temps. Tout simplement en même temps pendant leur réunion. On parle de 330 attaques par 200 avions, donc pratiquement toute l'aviation israélienne qui y allait. On parle d'attaque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a attaqué depuis le sol iranien, donc on a fait rentrer énormément d'agents du Mossad. Et le Mossad, donc c'est les services secrets israéliens externes qui rentrent et qui font... Alors, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, est-ce que c'est des combattants israéliens eux-mêmes ou des agents locaux qui sont rentrés à l'intérieur et qui sont sur le sol iranien et qui vont éliminer la menace, surtout les menaces de la défense antiaérienne. On part des attaques de drones, donc on fait fonctionner, il y a des camions là-bas avec des drones, que d'un coup on ouvre la porte du camion, les drones s'envolent, ça ressemble énormément à ce qu'ont fait les Ukrainiens il y a quelques mois en Russie, et des missiles anti-tank de style Spike. Spike, c'est un missile anti-tank construit par une entreprise Rafael qui est vendue dans le monde entier, et donc on amène des missiles anti-tank, ils ont une portée de quelques dizaines de kilomètres, et c'est comme ça qu'on élimine une bonne partie. Donc tout ça se fait en même temps. Et vraiment, quand je dis en même temps, ça veut dire dans les 3 minutes en même temps, tout se fait. Et donc, on attaque Natanz, qui est le site de centrifugeuse, pendant que les centrifugeuses fonctionnent. Il faut comprendre que c'est des appareils qui sont très très compliqués. Ça a l'air simple parce que ça fait tourner quelque chose, mais au bout du compte, ça fait tourner un gaz. Mais au bout du compte, c'est des appareils qui sont très très sensibles. Un petit tremblement de terre, un petit défonctionnement, et l'appareil s'abîme. Donc, le fait d'attaquer pendant que l'appareil fonctionne, même si tout le site n'explose pas, ça a éliminé, ça a abîmé tous les appareils. Et au bout du compte, c'est arrêté, c'est en 2 secondes on arrête ça, c'est un bouton pour arrêter, ça fonctionne, en quelques minutes, ça s'arrête. Et le fait qu'ils ont été pris par surprise, ça veut dire que les centrifugeuses fonctionnaient. Donc on a attaqué toutes les batteries aériennes, anti-aériennes, et on s'est assuré de la supériorité aérienne, et Israël vraiment à la supériorité aérienne sur l'Iran, et c'est comme ça qu'on a pu attaquer. En même temps, tout ça, élimination ciblée des scientifiques et des officiers supérieurs des gardiens de la Révolution et de l'armée régulière iranienne. Donc tout ça en même temps, des dizaines d'officiers et de hauts officiers et de scientifiques iraniens, de scientifiques du nucléaire iranien, qui tout simplement sont chez eux, tranquillement, en train de dormir, et ils reçoivent un missile Spike sur la tête, ou une bombe guidée d'un avion sur la tête, et c'est comme ça qu'on va les éliminer. Les gars, ils n'étaient pas prêts. Ils savaient pas quand ils allaient être attaqués le même soir, ils étaient tranquilles chez eux, en train de dormir, et c'est comme ça qu'on a pu éliminer une bonne partie. Donc c'est vraiment l'attaque initiale, et une réussite, un truc extraordinaire. Je pense que je connais pas un précédent historique d'une attaque aussi réussie, aussi compliquée. Quand on a fait l'histoire des beepers, tout le monde était waouh. Et là, c'est encore plus waouh, waouh, waouh. C'est un truc extraordinaire de faire ça tout en même temps. Et sur place, d'attaquer avec des missiles anti-tank. Et des drones. Les avions de chasse qui arrivent. Tout se fait en même temps. L'élimination ciblée de la réunion, de provoquer la réaction de la réunion de l'état-major et de les attaquer en même temps. D'éliminer les gens chez eux. Vraiment quelque chose, et en faisant un minimum ou pratiquement pas de victimes civiles. Quelque chose d'extraordinaire. Tellement extraordinaire que le président Trump a tout de suite voulu dire, après quelques heures déjà, il a dit oui, c'est nous aussi, et que c'est une des raisons pour lesquelles il a voulu participer après, et que il y a c'est
pour ça qu'il a voulu participer, qu'il a envoyé les B2 attaquer les sites que Israël ne pouvait pas attaquer. Donc au bout du compte, qu'est-ce qu'on a? On a comme résultat, on a une supériorité aérienne totale. Israël a éliminé une bonne partie des sites nucléaires. Plus les Américains se sont mêlés, et je ne parle pas des Américains, on aurait pu parler des Américains pendant des heures, et ce qui se passe aux États-Unis entre les MAGA qui ne veulent pas se mêler, ne veulent pas participer à la guerre, de l'autre côté les évangélistes qui veulent que les États-Unis et que le président américain aide. Trump comprend qu'on a une réussite totale d'Israël et qu'au bout du compte, il n'a que à gagner, à participer, à prendre une partie du crédit de l'attaque, et qui va attaquer, surtout ce qui est important, c'est le site de Fordo, que Israël n'y avait pas accès ou que ça aurait pris beaucoup plus de temps et beaucoup plus compliqué de l'attaquer. Donc on a un résultat de dingue. Au niveau des missiles balistiques, ce que fait Israël, c'est qu'elle a détruit pratiquement la moitié, sinon plus, des lanceurs et des missiles balistiques, qu'elle détruit les usines pour construire les missiles balistiques, qu'elle détruit l'infrastructure de construction, etc., etc. Donc au bout du compte, les Iraniens, quand ils disent on va attaquer avec 100 missiles, il y en a 20 qui sortent, et quand ils disent on va attaquer avec 20 missiles, il y en a un qui arrive en Israël. Et donc ça a vraiment totalement baissé le nombre de victimes civiles israéliens beaucoup plus que ce qu'on pensait. Donc on a vraiment une supériorité. La défense antiaérienne iranienne qui est totalos, et on a totalement une asymétrie, ok. Non, faut pas bien comprendre qu'il y a une propagande iranienne en Iran. Toute la journée, ils font croire aux Iraniens, ils ont arrêté Internet là-bas, ils ont bloqué Internet, et ils font croire aux Iraniens qu'il y a une symétrie, qu'ils se font attaquer, mais que les Iraniens aussi attaquent Israël, et qu'ils ont éliminé tant et tant d'aviation, et qu'ils ont fait tomber tant et tant de drones israéliens, et qu'ils ont tué tant et tant de généraux israéliens, etc., etc., etc. La plupart du temps, c'est faux. Il y a des chutes en Israël. Et c'est vrai que, par exemple, l'usine de la raffinerie de pétrole à côté de Haïfa a été touchée, mais on a assez de réserves. En quelques semaines, ça va reprendre. C'est pas la fin du monde. On a eu des chutes, on a eu des problèmes, mais au bout du compte, il n'y a rien à comparer avec ce qui se passe en Iran. Absolument rien. On a 2-3 alertes par jour. Et c'est tout. On rentre dans les abris. Tout va bien. Et pratiquement, si vendredi dernier, quand j'étais appelé à l'armée, vendredi dernier, j'étais appelé à l'armée tout de suite en même temps que l'attaque. J'ai reçu le coup de fil, je suis rentré à l'armée. Et toutes les routes étaient totalement vides. Mais vraiment totalement vides. Et quand on est samedi, on est parti, on a été déployé. Le pays était vide, les gens ils étaient cachés chez eux. Aujourd'hui, pratiquement, l'école n'a pas encore repris, mais tous les magasins ont repris plus ou moins. Et quand on se promène à Jérusalem, les rues sont pleines. À Tel Aviv, un peu moins, mais quand même. La vie reprend. Au fur et à mesure, les gens sortent. On ne voyage pas d'une ville à l'autre, on essaye de visiter. On essaye d'éviter, mais au bout du compte, c'est sans rapport avec ce qui se passe en Iran. On a reçu l'aide américaine, où les Américains, pendant longtemps, ils tergiversaient, nous aidaient, ne pas aider. Le président américain, donc, il se retrouvait tiraillé entre deux camps. Et le président américain, qui est contre l'idée que l'Iran possède la bombe nucléaire, comprend qu'Israël est gagnante, veut participer, et au bout du compte, permet de détruire les sites nucléaires et vraiment de finir le boulot. Les Iraniens ont attaqué vraiment ce soir, il y a quelques heures, quelques bases américaines, de manière la plus symbolique possible, c'est pour sauver la face, et en prévenant les Américains à l'avance, en leur disant voilà, on va attaquer tel et tel moment. Et quels sont les avenirs? D'abord, il faut bien comprendre, c'est quoi les menaces iraniennes? Qu'est-ce que peuvent faire les Iraniens? Les Iraniens, les missiles balistiques, ils ont totalement perdu. Ils ont perdu leur proxy, ils ont perdu leurs missiles balistiques, ils ont perdu leur programme nucléaire. Ils peuvent faire plusieurs choses. Première chose, ils peuvent dire ok, on sauve la face, on arrête, et on a le temps. On refait ça. Les Iraniens, c'est des gens, le régime iranien est très très patient. Ils ont commencé le programme nucléaire depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils font une pause et disent ok, on refait tout. Au bout du compte, la seule solution sur le long terme, c'est le changement de régime. Mais ils peuvent arrêter maintenant et dire ok, on refera plus tard.
Ils peuvent arrêter complètement et ne pas refaire, essayer de trouver d'autres solutions pour nous tuer. Faut pas oublier qu'au bout du compte, d'après la plupart des analyses, le régime iranien tombera. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Si c'est pas demain, ça sera après-demain. Le peuple iranien est contre le régime. Il y a énormément de soutien en Iran pour Israël. Vraiment, il y a énormément d'Iraniens qui soutiennent les attaques israéliennes, en sachant que les derniers jours, Israël a surtout attaqué les symboles du pouvoir et les symboles répressifs du pouvoir. Donc si on attaquait au début souvent des objectifs militaires, les objectifs militaires qui vont nous permettre d'avoir une supériorité aérienne, qui vont défendre Israël, qui vont attaquer les missiles balistiques, etc., etc. Aujourd'hui, Israël a attaqué l'état-major des gardiens de la Révolution, a attaqué le bâtiment du Basij. Basij, c'est les milices populaires iraniennes du régime à Téhéran. On a attaqué la prison de l'entrée de la prison d'Evin, pas la prison elle-même pour pas tuer les prisonniers politiques, mais la grande prison d'Evin qui est la prison des prisonniers politiques en Iran, quelque chose d'horrible ce qui se passe là-bas dans Evin. La porte de Evin a été attaquée, le célèbre portail dans lequel le prisonnier passe, parce qu'au bout du compte, on aide au maximum le peuple iranien à dire voilà, nous on vous aide au maximum, c'est à vous de faire les choses. Khamenei est le leader suprême, le chef suprême, le guide suprême de l'Iran, a plusieurs choix devant lui. Il peut ou sauvegarder le régime, qui est en passant une obligation religieuse pour lui de sauvegarder le régime, en disant voilà, on arrête la guerre. A priori, après ce qui s'est passé ce soir, c'est ce qui va se passer. Mais si ce matin, vous m'aurez posé la question, je dis voilà, il peut faire ça. D'un autre côté, ce qu'il peut faire, c'est se déchaîner. Attaquer toutes les bases américaines de manière attaquer toutes les bases américaines en même temps, attaquer les bateaux dans le détroit de Hormuz. Il faut bien comprendre, les Iraniens parlent beaucoup de fermer le détroit d'Hormuz. Ils ne peuvent pas fermer le détroit. C'est un détroit qui fait 50 km de large. Et ils sont que d'un côté. Ils ont des petits bateaux de rien du tout. Face à eux, tous les pays autour, ils ont des armées beaucoup plus puissantes que les armées iraniennes. Les gens avaient peur de l'Iran à cause du programme de missiles balistiques, à cause des proxys et à cause du nucléaire. Mais au bout du compte, les armées autour, ils ont du matériel, les Émirats, l'Arabie Saoudite, etc. Et surtout les Américains, ils ont du matériel un peu mieux que les quelques bateaux musées qu'ont les Iraniens. Donc l'Iran ne peut pas vraiment fermer le détroit. Ce qu'il peut faire, c'est emmerder le monde. Pardon, j'ai dit un gros mot, mais embêter le monde en me posant des mines, en attaquant des bateaux, en faisant un peu de terrorisme. Et ils peuvent attaquer les bases américaines, ils peuvent attaquer les pays aux alentours, mais au bout du compte, c'est un suicide. C'est une attaque. Donc Khamenei peut dire je vais faire comme Hussein à Karbala où j'y vais jusqu'au bout, ou je fais comme Khomeini après la guerre avec l'Irak où il a dit je bois ce verre de poison en acceptant le retour au statu quo aux lignes d'avant la guerre avec l'Irak en 1988, regardez, guerre Irak-Iran, pour sauvegarder le régime. Au bout du compte, c'est les deux solutions qui sont devant Khomeini. Pour l'instant, Khomeini, en faisant ses attaques, on va dire symboliques, contre les Américains, c'est clair qu'il dit, voilà, je vais en finir avec l'histoire et renforcer le régime à l'intérieur. Donc, pour l'instant, si je regarde un peu l'avenir et que je dois faire, on va dire, une prévision, en sachant que cette prévision peut changer demain, je vais dire comme ça, je pense que dans les jours qui viennent, ou dans la semaine qui vient, cet affrontement va se finir, en sachant que Israël a totalement gagné avec les Américains pour Fordo, et que les autres sites qui étaient sous terre pour vraiment finir le boulot, mais au bout du compte, Israël a totalement gagné cet affrontement, que le régime iranien a perdu les 3 éléments de sa stratégie contre Israël, les proxys, la balistique et le programme nucléaire, et qu'au bout du compte, il va se concentrer pour sauvegarder le régime. Donc on peut penser qu'il va y avoir des grosses répressions là-bas en Iran, mais d'un autre côté, sur le moyen terme, on va dire dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent, je ne vois pas ce régime réussir à se sauvegarder, à survivre, quand les Iraniens comprendront à quel point il s'est fait battre
et à quel point, au bout du compte, c'est que toutes les menaces qu'ils faisaient et toutes les... on va dire que c'était du vent. Au bout du compte, tout ça, c'était du vent qui peut attaquer tout le monde, etc. C'était du vent. Et après qu'on a attaqué les gardiens de la Révolution, après qu'on a attaqué le Basij, après qu'on a attaqué les symboles de l'État, je pense que les Iraniens eux-mêmes décideront de changer de régime et de se révolter contre ce régime répressif, oppressif, et au bout du compte qui a une menace pour le monde entier. Voilà. Donc ça c'était un petit épisode en rapport avec l'actualité. Petit épisode 1h, je suis à 1h10. Je m'excuse. En rapport avec l'actualité, j'espère que ça vous a plu. Et j'espère que les prochains épisodes seront un peu plus, on va dire, professionnels. Que je me filme, etc. Et surtout, abonnez-vous, envoyez cet épisode à vos amis. J'espère que c'est une analyse qui va vous intéresser. Et merci beaucoup de m'avoir écouté.